à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique. Notre sujet de cette semaine, lutte contre le virus Ebola, prévention et lutte contre l'infection. Pensez-vous que les gouvernements africains et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, font assez pour protéger les populations? Vos réactions, c'est cette semaine et on continue bien sûr jusqu'à la semaine prochaine. On va parler aussi de notre invité de ce soir. Comme d'habitude, vous savez que nous recevons des invités dans RM Show et dans d'autres émissions ici sur VOA Afrique à Washington. Alors on parle un peu de notre invité de ce soir. Pendant 3 ans, il a été le Premier ministre, inspecteur de finances. Il est économiste de formation. C'est un plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau M. Adolphe Muzito. Welcome, sir. J'attendais une réponse en anglais. Ah, welcome. Thank you. Exactement. C'était bien de commencer comme ça pour que je puisse tester votre niveau d'anglais aussi. Oui, mais l'anglais, je suis foutu. Et c'est même pas la première fois que vous venez ici aux États-Unis, vous venez toujours aux États-Unis. Oui, absolument. Donc, je dois dire thank you. Thank you, exactement. Très bien. Merci, M. Muzito, d'être là. Je disais tantôt au début que vous êtes ancien Premier ministre aussi de la République démocratique du Congo. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, merci. Et vous connaissez très bien sûrement cette situation d'Ebola chez vous en RDC. Est-ce que vous pensez que cette situation est bien gérée? Oui, plus ou moins, il y a des efforts, non seulement au niveau du gouvernement qui se bat et qui a une grande expérience à travers l'expertise nationale. Nos médecins ont une longue expérience par rapport à cette maladie qu'ils ont pu maîtriser. Il y a la communauté internationale, l'OMS et tous les États amis qui interviennent pour venir à bout ces virus malheureux. Mais je crois que le plus important, c'est des efforts à faire pour prévenir mais aussi les structures traditionnelles de notre santé publique qu'il faut aménager, dont il faut augmenter la capacité, et aussi bien d'intervention que de prise en charge pour les années à venir. Et pourtant, M. Muzito, on dit déjà que l'épidémie a quitté Bikoro maintenant pour aller jusqu'à Mbandaka, qui n'est pas trop loin de Kinshasa. Est-ce que cela montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut augmenter la capacité d'intervention et nous sollicitons et au gouvernement et à la communauté internationale d'améliorer la capacité de prise en charge, mais aussi d'améliorer, de faire appel aux experts en augmentant aussi les personnels, les scientifiques qui doivent non seulement prévenir, mais aussi nous voyons un peu comment ces vaccins pourra pour l'avenir de la population nationale. J'espère que l'expérience sera concluante. Avec Ebola qui sévit à moins d'un mois du dépôt de candidature de la députation, pensez-vous que cela pourrait affecter les élections? Non, je ne pense pas. S'il y a véritablement amplification de la maladie, peut-être, mais ça ne sera pas une raison pour un glissement qui soit de plusieurs mois. Je ne pense pas. On a une grande expérience, je crois qu'on va venir à bout ces virus. D'accord. Parlons à présent de vous-même, M. Muzito. Vous êtes positionné candidat aux prochaines élections présidentielles en RDC pour votre parti, le PALU. Mais on sait aussi que le vieux Gizenga est encore là. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème entre... Gizenga, c'est lui, notre dirigeant. C'est lui qui aujourd'hui, grâce à son expérience, nous encadre pour que les élections soient une réussite et pour les pays et pour nous-mêmes en tant que parti. Il l'a dit à plusieurs fois, y compris en 2011, en indiquant que le PALU avait l'ambition de conduire le pays et qu'en 2016, nous devions présenter un candidat
en présentant les candidats à tous les échelons de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire au niveau de la magistrature suprême. Donc il est là pour nous encourager à assumer cette ambition-là à laquelle il tient beaucoup. Que pensez-vous, M. Adolphe Muzito, qu'espérez-vous apporter aux Congolais que vous n'avez peut-être pas pu donner quand vous étiez Premier ministre? Oui. Si vous êtes à la tête de ce pays. Si je suis à la tête du pays, d'abord ma vision est que le Congo n'est pas un pays à développer, c'est un pays plutôt à construire. Nous sommes un pays qui a plus ou moins, suivant les tracés coloniaux, 58 000 km d'intérêt national qui doivent relier les provinces les unes aux autres, les provinces aussi au chef-lieu du pays. Et donc, il nous faut 58 milliards de dollars. Si on prend une moyenne d'1 million de dollars pour construire 1 kilomètre de route. Mais il y a moyen de revoir à la baisse ce coût qui, aujourd'hui, apparaît plus exhaustif. Donc, un défi, doter le pays des infrastructures de base, dont les routes, les chemins de fer, c'est 6500 kilomètres de routes, plutôt des chemins de fer, et pour lesquels nous n'avons plus ou moins que 800 qui sont électrifiés, mais qui sont vétustes. Donc il y a un défi de plus ou moins 5500 km de chemins de fer à construire. Il y a l'électrification du pays. On a un potentiel important avec 40 000 mégawatts avec Yinga, les sites de Yinga, mais le reste comment je puis dire, de capacité hydroélectrique à travers le pays, à plusieurs mégawatts. Et donc, voilà un défi auquel il faut ajouter évidemment le reste des infrastructures qu'il faut bâtir pour le pays. Et donc, c'est un pays qui n'a pas toutes ces infrastructures et qui, de ce fait, n'a pas une bonne intégration, aussi bien géographique que sectorielle. Il faut commencer par ça. C'est alors qu'on peut augmenter la richesse du pays en augmentant les transactions entre provinces, mais aussi entre les secteurs agricoles, les secteurs industriels et les services. À partir de ce moment-là, on peut doubler, tripler notre PIB et augmenter la capacité financière de l'État dont le pays a besoin pour financer la santé, l'agriculture, financer l'enseignement primaire et secondaire, l'université, etc., et tous les secteurs sociaux du pays. Et donc, pour moi, c'est d'abord améliorer la capacité du pays à travers le financement des infrastructures. Mais notre production nationale ainsi que notre capacité fiscale ne nous permet pas. Donc, il faut ouvrir l'économie au reste du monde pour que nous ayons du financement de la communauté internationale, des États amis et des autres institutions bilatérales. Pour cela, il faut travailler avec les FMI et la Banque mondiale, qui sont des coachs et qui sont en même temps comment je puis dire, des garants pour les systèmes financiers internationaux. Et ça c'est un domaine que vous maîtrisez très bien, en fait, les finances et l'économie, comme je disais tantôt. Et là, vous venez juste de dire que la RDC n'est pas à développer, mais à construire. Pourtant, votre ex-parti, ou parti en ce moment, le PALU, a contribué à l'élection et au maintien même de Kabila au pouvoir. Alors, au vu du bilan de Joseph Kabila, qu'avez-vous à dire pour votre propre défense? Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Non, le bilan de Kabila, ça dépend à quel moment on les situe, parce qu'il vient de faire plus de 17 ans au pouvoir, à partir de 2001. Je crois qu'il a bien commencé, contrairement à son père, qui n'a pas fait l'ouverture politique et économique. Il a fait l'ouverture politique, il a fait aussi l'ouverture économique, notamment sur le plan politique. Il a réunifié le pays et il a discuté avec ses adversaires, dont les forces armées et l'opposition.
propositions politiques. Ça nous a permis d'entrer en partenariat avec la communauté internationale pour les systèmes financiers qui nous a encadrés. C'est ce qui a permis qu'on relève les niveaux de l'activité économique, qu'on améliore le budget de l'État. On est passé d'un budget, quand il arrivait, des 300 millions de dollars à un budget de 800 millions de dollars avec le gouvernement 1+4. Et quand nous sommes venus, toujours en partenariat avec la communauté internationale à travers les institutions de Bretton Woods, d'où l'ouverture dont il a fait montre, nous avons amélioré davantage la situation. Et nous, on a repris parce que nous, quand nous arrivons en 2006-2007, le FMI et la Banque mondiale avaient plié bagages au motif que la gestion n'était pas relativement bonne, les revues n'étaient pas concluantes. Et nous avons dû reprendre avec Guy Zenga, donc sous la direction du PALU, qui conduisait le gouvernement, mais aussi la coalition, à travers son Premier ministre. Nous avons réussi à tripler, à quadrupler le budget de l'État de 850 millions de dollars à 3,5 milliards. Nous avons aussi, dans l'entretemps, doublé le budget de l'État de 15 à 30 milliards de dollars. Et c'est ce qui nous a permis, tout en travaillant avec les FMI, d'augmenter les salaires des fonctionnaires, tout en payant la dette aussi, d'améliorer les conditions sociales des populations. Ce n'était pas assez, mais c'était mieux qu'avant. Mais malheureusement, par la suite, avec son nouveau gouvernement, ils ont mangé cet héritage. Beaucoup disent que c'était même mieux qu'après. Oui, c'était mieux qu'avant, mais c'était mieux aussi qu'après. Et parce que, je vous indique en passant qu'en dépit des taux de croissance dont on nous a dit qu'ils étaient positifs, de 2012 à 2016, les pays plutôt assombrés, la population a perdu 40% de son pouvoir d'achat, notamment les fonctionnaires, mais aussi le ménage dans l'ensemble, et les paysans, mais surtout les budgets, alors que la croissance nous déclarée et affichée par le gouvernement était positive. Le budget de l'État est resté au même niveau que moi je l'ai laissé avec mon gouvernement, c'est-à-dire des 3 milliards et demi, et jusqu'à ce jour, 7 ans après, on est toujours à 3 milliards et on n'a pas pu améliorer les salaires des fonctionnaires ou tout au moins réajuster ces salaires parce que le budget, lui, a été indexé en nominal. On aurait pu indexer aussi en nominal les salaires des fonctionnaires et du personnel public. On ne l'a pas fait. Et donc, voilà, le pays tout entier, la population, les agents de l'État ont vu leur salaire diminuer de plus ou moins 40% en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est pourquoi le bilan sur le plan social est catastrophique pour ce dernier mandat. Et je suis désolé de constater que le président, avec son nouveau gouvernement, ils ont mangé tous les acquis, tout l'héritage que nous avons mis ensemble, mis en place ensemble. Monsieur Bozito, êtes-vous alors, avez-vous, avec tout ce que vous venez de nous dire, en tant que politicien congolais, la conscience tranquille vu cette situation actuelle du pays? Je ne suis pas tranquille en tant que responsable politique. Je considère que je suis l'un de ceux qui doivent rendre compte au peuple. Mais je pense que le peuple aussi est confiant de mon apport en termes de critiques positives, constructives, mais aussi des propositions que j'ai faites pour qu'on sorte de cette mauvaise situation. Des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la majorité pour dire que les matières modifiées de la Constitution touchent ou vont toucher les points verrouillés pour laisser Kabila de briguer un troisième mandat. Votre point de vue là-dessus? Non, mon point de vue est que c'est de la comédie tout simplement. Il n'y a pas eu un changement de fond qui touche les régimes politiques et qui touche les mandats du président de la République en tant que tel pour justifier qu'il brigue un nouveau mandat. Même si c'est la Cour constitutionnelle qui devait trancher la question. Oui, mais la Cour constitutionnelle, j'ai peur qu'elle soit inféodée. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Je pense que, politiquement parlant, je conseillerais au président de la République de ne pas prendre ces risques-là. Je crois qu'il a fait de bonnes choses. Il a fait aussi de mauvaises choses. Le peuple est prêt à oublier ce qu'il a fait qui n'est pas bon. N'oublions pas qu'on est entré en démocratie par lui, grâce à lui.
évidemment avec les efforts antérieurs des opposants et de ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont lutté pacifiquement. Il nous a reconduit à la République, à la démocratie, mais c'est un long processus qu'il faut continuer à construire. Je ne voudrais pas qu'il soit celui par qui nous sortons de ces processus de démocratisation. Et je pense qu'il sortira par la petite porte à ce moment-là. Je lui conseille de sortir par la grande porte et il pourra toujours revenir, pourquoi pas, et le peuple est prêt à oublier toutes les faiblesses qui aura caractérisé son régime. Et je pense qu'il y aura toujours des faiblesses pour tous les régimes qui viendront. Le plus important, c'est de mettre le pays sous les rails et de laisser que le pays s'organise. Il peut toujours jouer un rôle dans le cadre de son parti politique, sans nécessairement être à la tête des institutions. Il y a toujours une vie après le pouvoir et je pense qu'il a l'avantage d'être jeune, qu'il joue le rôle dans l'ombre et ne se mette pas au devant de la scène pour priver à notre pays la paix dont il a besoin. Et je pense qu'il n'a pas véritablement intérêt à suivre tous ceux qui pour leur propre positionnement, l'encouragent à vouloir briguer un troisième mandat auquel il n'a pas droit. C'est ça mon message, c'est ça ce que je lui conseille. Il sortira par la grande porte et l'histoire lui sera reconnaissante. La France et les pays voisins, le Rwanda, l'Angola, le Congo-Brazza, ont pris une position exigeant le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'en pensez-vous de cette décision-là? Oui, je crois que c'est bon diplomatiquement qu'il fasse toutes ces pressions nécessaires. Mais jusqu'où dont les pays n'auraient pas besoin s'il n'y avait pas toutes ces tentatives qui donnent finalement, qui plantent les décors de ce que le président Kabila tient à se représenter, à briguer un troisième mandat. On pouvait faire l'économie de toutes ces pressions si le président avait pris la ligne directe et avait déclaré déjà aujourd'hui en disant qu'il ne sera pas candidat. Ça ne lui empêche pas d'afficher ses ambitions à travers son parti politique, à travers d'autres cadres de son parti, pourquoi pas. Et si nous commençons à subir ces pressions qui peuvent toucher à la souveraineté du pays, Please don't go. Please don't go. Please don't go.